Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je suis heureux de vous accueillir avec deux anciens présidents, avec lesquels d'ailleurs j'ai siégé ici, aussi bien M. Lec que M. Louécotte. Les autres présidents m'ont demandé de bien vouloir les excuser parce qu'ils n'ont pas pu venir ce matin. Alors, le but du jeu, c'est que je sois, moi, assez bref, puisque l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir un échange, mais on peut tous participer, entre vous et nous. L'objectif de cette journée du patrimoine, et donc cette journée portes ouvertes au congrès de la Nouvelle-Calédonie, est de permettre aux Calédoniennes et aux Calédoniens qui le souhaitent, et en l'occurrence vous ce matin, il y aura d'autres rendez-vous, comme vous avez pu le voir cet après-midi, puis un autre jeudi soir pour les historiens, pour l'histoire du congrès, et puis pour les plus jeunes, mercredi 12 après-midi. Mais en tout cas ce matin, offrir la possibilité aux Calédoniens d'avoir un échange, pas forcément politique, parce qu'on n'a pas trop envie de parler de politique, on en parle toute la semaine. En revanche, d'aborder des sujets sur comment est-ce que les mandats sont vécus, comment est-ce que l'exercice d'une présidence également se vit, et des questions que vous souhaitez poser. Et il n'y a pas de questions taboues, donc on est là pour avoir un échange pendant une partie de cette matinée de façon tout à fait conviviale. Je vais dire simplement quelques mots sur mes deux voisins, mais je vais les présenter succinctement et ils pourront également compléter leur présentation. Cela dit, ils sont suffisamment connus pour que là, les deux personnes que j'ai autour de moi ne sont pas des inconnus. Vous vous situez à peu près, quoi. Monsieur Lec et Monsieur Louécotte. En tout cas, en ce qui concerne Monsieur Lec, il me rappelait tout à l'heure, donc il a été élu pour la première fois, et vous me corrigez, Monsieur Lec, il a été élu pour la première fois en septembre 1970. Président. Oui, président, ça je sais. Élu territorial bien avant. 3 ans avant, parce que j'ai été élu en 67. D'accord. Alors, donc, la caractéristique, c'est que, comme vous avez pu voir, cette assemblée ici, physiquement ici, a eu plusieurs noms, et notamment Assemblée territoriale, puis Congrès du territoire, puis Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est issu des différents statuts, on peut préciser, hein, si vous voulez, mais ce n'est devenu Congrès que quand la Nouvelle-Calédonie a été découpée en régions, puis en provinces. Avant, j'allais dire, et vous ne m'en voudrez pas, monsieur Lec, du temps, entre guillemets, de l'Assemblée territoriale, il n'y avait pas de découpage. Il n'y avait pas de région, il n'y avait pas de province. Non. Donc il y avait une Assemblée territoriale, il y avait une circonscription qui était, plusieurs circonscriptions, mais en tout cas il y avait une seule collectivité qui était unique, la collectivité du territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc c'était, monsieur Lec a présidé cette Assemblée quand elle s'appelait Assemblée territoriale, à plusieurs reprises, mais je vous laisserai tout à l'heure préciser. Et Simon, lui, il a commencé avec l'époque du congrès du territoire, la présidence du congrès du territoire. Puis avec le congrès qui est devenu congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et donc là aussi, il pourra en dire quelques mots. Alors clairement, Simon, donc lui, pour être un peu trivial, nous a éclaté complètement au niveau longévité. Parce que nous, on est élus tous les ans. Donc c'est touchy. Vous voyez ce que je veux dire? Pour se faire réélire, ça dépend de plein de choses. Simon, lui, alors tu me disais 15 ans, moi j'ai compté 12. 15 ans? Oui. Bon, bah, tu vas déjà, voilà. Donc il a duré très longtemps. Donc pour nous, c'est plutôt un exemple. Vous voyez, c'est comme pour les sportifs, quand ils regardent les médaillés d'or. En tout cas pour les présidents de cette assemblée, la longévité de Simon a été plutôt exceptionnelle. Voilà. Je vais vous laisser vous dire quelques mots et ensuite l'objectif c'est qu'il y ait un échange, si vous voulez intervenir quelques instants. La deuxième fois en ce qui me concerne, puisque avec également Simon Louécotte, on avait déjà eu à peu près un même genre de réunion. Alors ici, c'est le siège du Congrès, ça a été l'Assemblée territoriale, mais cette Assemblée territoriale succédait au Conseil général.
qui avait siégé ici. Alors je me souviens, je venais suivre les séances le matin des questions diverses quand je quittais le collège en fin de matinée. C'était un bâtiment construit ici pendant la pénitentiaire à l'époque, et la salle des séances était ici, et le bureau de président, il était à l'autre bout là-bas. Tout ça a été séparé. Alors on s'est rendu compte à un moment donné qu'il faudrait bien reconstruire cette assemblée, ce bâtiment. Et on a cherché un terrain, on n'est jamais tombé d'accord, les uns et les autres, pour pouvoir le faire. Alors on a pris la décision de reconstruire ici. On a d'abord fait le bâtiment, et je rappelle pour la petite histoire qu'en 72, quand l'Assemblée territoriale s'est réunie après les élections de juillet 72, eh bien, on a à ce moment-là siégé à la FOL, parce que le bâtiment n'était pas terminé. Il a été inauguré qu'un peu plus tard. Et quand je suis devenu président de l'Assemblée, quelques années après, j'ai fait bâtir un étage supplémentaire, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place avec le premier projet fait. Voilà. Donc, c'est un lieu qui est historique, d'abord parce que ça représente ici l'élection des élus qui forment le congrès, le siège des élus qui forment le congrès, et puis il y a une continuité, le conseil général, l'assemblée territoriale, et après, eh ben, le congrès du territoire. Voilà ce qu'on peut dire déjà au départ, mais aujourd'hui, je crois que les dispositions ont été prises pour que ce bâtiment puisse s'étendre en quelque sorte de l'autre côté de la rue et permettre, parce que là, on ne peut pas comparer ce qu'on faisait comme travail à l'époque, en 60, quand on a été élu pour la première fois, 67, et puis ce qu'est aujourd'hui le congrès du territoire. On n'avait pas du tout la même organisation. Mais j'en parlerai un peu après, parce que j'ai eu l'occasion de dire à quelques reprises ce que je pensais de la nouvelle façon de réunir les séances, et j'en dirai deux mots. Voilà. Très bien, merci. Merci. Juste deux mots, c'est qu'à l'époque, me semble-t-il, les élus ont un bureau depuis la provincialisation. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand M. Lec était président, mais et vous avez été élu jusqu'en 2004. 2004. Non, j'ai fait la mandature 2004-2009. J'ai quitté là. En 2009. Donc vous avez été élu jusqu'en 2009. Mais lorsque vous étiez président de l'Assemblée territoriale, les élus n'avaient pas de bureau. Non, pas de bureau. Alors les compétences, sans être désobligeant par rapport à mes prédécesseurs, n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. Aujourd'hui, nous votons, c'est ce qu'indiquait M. Lec, nous votons des lois, nous sommes compétents en matière droit du travail, droit commercial, droit civil. Enfin, les compétences ont explosé, ce qui est décidé ici. Mais à l'époque, les élus n'avaient pas de bureau, et ils ont commencé à avoir un bureau avec la provincialisation, quand chaque province a eu un hôtel de la province sud, et notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle l'hôtel La Pyramide Bleue, Belle-la-Moselle, pour la province sud. Je vais céder la parole à Simon, donc, qui lui a été élu donc, en 89, et je me rappelle, puisque j'étais à l'époque le Benjamin, et donc c'est moi qui dépouillais les bulletins et qui ai donc lu à chaque fois le nom Simon Louécotte lorsque l'on t'a élu président du congrès donc, du territoire pour la première fois. Simon. Merci Président. Merci d'abord pour votre invitation à participer à cette rencontre lors des Journées du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie. J'avais toujours plaisir de revenir dans ces lieux que l'on a fréquentés pendant tout ce temps, des lieux qui sont chargés d'histoire. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais l'histoire de cette terre a été écrite partiellement ici. Et quand je dis partiellement, peut-être que le mot, il n'est pas convenable. Toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie a été écrite ici.
Du reste, c'est assez frappant lorsque l'on peut consulter les archives qui peuvent exister sur la Nouvelle-Calédonie. Toute la part qui revient à cette assemblée, qui a, comme a expliqué tout à l'heure Gaël Yano et Jean Lec, comme ils l'ont expliqué là tout à l'heure, qui a vécu sous des appellations différentes, mais dont la fonction, qui est la représentation de la population, du peuple, si on veut, eh bien, elle est très très forte. C'est comme ça que ça existe dans les grandes démocraties. Donc ça s'est appelé à l'époque Assemblée territoriale, ensuite Congrès du territoire, aujourd'hui Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et tout cela au bénéfice des mutations statutaires qu'a connues la Nouvelle-Calédonie. Alors moi je suis arrivé ici d'abord en 1984. Première élection, période difficile que connaissait la Nouvelle-Calédonie, j'ai été élu à Ouvéa. En réalité, j'ai été élu le 18 novembre 1984, mais je n'ai siégé effectivement ici qu'en 1985. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas tellement se déplacer. Et moi-même, bien que j'ai été élu, alors d'abord, je n'étais pas élu directement, j'étais le 4e de la liste. Il s'est trouvé que le gouvernement Ukewe avait retenu parmi mes colistiers un des élus pour devenir ministre du gouvernement, ministre des Sports, notamment Goï Nouamo, paix à son âme, il est décédé il y a quelques années de cela. Et c'est comme ça que je suis devenu, moi, un élu. Et donc je n'ai siégé ici, effectivement, qu'à partir de 1985. Ensuite, j'ai vécu tout ce que la Nouvelle-Calédonie a vécu pendant toute cette période. Et en 1989, après la signature des accords de Matignon et l'entrée en vigueur du nouveau statut issu de ces accords de Matignon, Jacques Lafleur propose au Rassemblement, au RPCR de l'époque, et à l'ensemble de mes collègues de m'élire comme président du Congrès. Et donc, Gaël Yano disait tout à l'heure que ça a été une suite quasiment sans fin, puisque pendant 15 ans, je suis resté à la présidence de ce Congrès. Alors pendant 15 ans, pourquoi il y a une petite différence avec les 12 ans? Parce qu'en fait, il y a une rupture entre 95 et 96, parce que j'étais devenu, entre-temps, en 1995, à l'issue des élections provinciales en province des îles, j'avais décidé avec Amuchono et avec Nidois Neslin de faire une majorité, et j'en suis devenu le 2e vice-président, alors que j'étais majoritaire dans cette coalition, mais j'ai décidé de laisser la place de président au président Neslin, à Amuchono la 2e vice-présidente, et moi j'ai pris la 1re vice-présidente. Alors, donc du fait de ces multitudes de mandats, entre-temps j'étais devenu sénateur en 1992, j'avais décidé que c'était trop. Et donc c'est Pierre Frogier qui m'a remplacé une année ou une année et demie, quelque chose comme ça, et ensuite j'ai repris à partir de 1997, négociation de l'accord de Nouméa, signature de l'accord de Nouméa, mise en œuvre de l'accord de Nouméa, et donc le nouveau congrès issu de cet accord, donc le congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec cette spécificité de pouvoir voter des lois, avec les nouvelles compétences dont parlait tout à l'heure Gaël Yano. Alors il faut imaginer en 1985, lorsque je découvre la fonction politique, parce que jusque-là, j'étais certes élu municipal à Ouvéa, j'en étais même le premier adjoint, je n'y connaissais rien. Le rassemblement de l'époque souhaitait absolument que partout où nous devions être représentés, que la liste ait au moins le terme rassemblement. Moi, je n'étais pas du tout un militant du RPCR, mais du fait des origines de mon père et de tous les vieux Kanak, qui étaient quasiment tous des vieux gaullistes, parce qu'ils ont répondu à l'appel du général de Gaulle pendant la guerre, etc., etc., j'étais quand même proche des idéaux qui étaient portés par l'idéal gaulliste. Et donc, oui, avec tous les vieux compagnons qu'il y avait là-bas, on a décidé d'appeler notre liste Rassemblement. Mais on n'était pas des RPCR, donc il fallait trouver Rassemblement pour quelque chose. Et on avait appelé la liste Rassemblement pour la défense des intérêts communs. Il fallait faire l'ENA pour découvrir un truc comme ça. Mais enfin bref, voilà le nom de notre liste. Et donc, aux élections municipales de 1980 ou 81, la liste que je conduisais remporte le maximum de sièges. 83. Mais j'étais en même temps instituteur. Je n'avais pas beaucoup la fibre politique. Et je décide moi-même, parce que j'en étais persuadé que je ne pouvais pas cumuler la fonction d'instituteur et de maire. Et je convainc tous les anciens qui étaient avec moi que ce n'était pas possible. Alors tout le monde me pose la question, mais comment vous faites? Comment on fait? Ah ben c'est très simple, on va aller voir le cousin qu'on venait de battre.
Et on va lui demander de continuer à être maire. Mais comme c'est nous qui avons la majorité, il fera ce qu'on va dire. Ça, c'est qu'à Ouvéa. Voilà. Et à 11h du soir... À Nouméa, ça se passe pas À comme 11h ça. du soir, on frappe chez lui. Il nous reçoit, on lui fait la coutume. Et puis, je lui dis, c'est moi qui prends la parole. Je lui dis, ben, cousin, voilà, un problème. Ben, moi, normalement, je devrais être maire, mais je peux pas parce que je suis en même temps instituteur. Ah ben, il s'est pas fait répéter 2 fois la même chose. Il a accepté tout de suite, lui. Hein. Et le lendemain, effectivement, nous l'élisons maire. 6 mois après, il avait renversé la majorité. Il avait démissionné, il s'est fait réélire maire par le Front indépendantiste de l'époque, avec beaucoup de mes colistiers qui l'avaient convaincu de le rejoindre, et je me suis retrouvé tout seul. Voilà. Alors imaginez cette époque-là, et en 1984, je suis élu à l'Assemblée territoriale. Non, alors d'abord, je me présente aux élections territoriales, et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, je ne suis pas élu, mais par le truchement de la montée d'un de mes colistiers comme ministre, je deviens élu. Et je ne siège ici qu'en 1985. Je découvre ce bâtiment, qui n'est plus celui que l'on connaît aujourd'hui, bien entendu. Et je me souviens encore, président Lec, qu'à l'époque, il y avait une grande salle, aujourd'hui qui sont devenus des bureaux, mais c'était là que se restauraient les élus. Hein, pour dire. Et donc, il y avait encore cette salle. Donc, il n'y avait plus de la restauration, mais c'était un peu l'endroit où on se retrouvait pour discuter. Mais... La salle des pas perdus. Voilà. Et donc, on est donc en 1985. Et donc, moi aussi, j'apprenais la fonction, les commissions, ce que c'était. Je me souviens avoir présidé la commission de la qualité de la vie, président. Commission de la qualité de la vie. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'étais président de commission. Ensuite, je suis devenu président de la commission de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement, enfin quelque chose comme ça. Je tournais partout, on nous caillassait sur les routes, etc. Mais enfin, ouais, c'est la commission qui se déplaçait. On allait à Poum, on allait à droite, on allait à gauche, et pardon. Et en 1989, donc, je deviens président du Congrès. Président du Congrès, c'est comme président d'une association. C'est-à-dire que je ne faisais que signer les lettres de convocation et je présidais la séance. Mais aucune autorité. Alors si, j'assurais quand même, le président du Congrès assure la police de l'Assemblée. C'est tout. Le véritable exécutif de l'Assemblée, c'était le secrétaire général, qui lui était nommé par le haut-commissaire, qui était à l'époque le chef du territoire, chef de toute l'administration territoriale, avant le transfert de toutes ses compétences dès 1989. Et donc, quand je suis arrivé ici, le secrétaire général, c'était Claude Fournier, qui était le véritable grand patron. On n'allait rien demander à Simon Louis-Cotte. Que Simon Louis-Cotte était le président du Congrès de l'époque, donc Simon Louis-Cotte, il n'avait aucune compétence. On avait besoin de quelque chose, d'aller voir Claude Fournier. C'est pareil. Et il arrivait même au président du Congrès, qui était Simon Louis-Cotte, que pour avoir un bon d'essence pour sa voiture, il allait demander à Claude Fournier. C'était extraordinaire quand même. Voilà. Alors vous imaginez l'ambiance dans laquelle tout ça s'est configuré. Et en 1999, au moment de la mise en place des accords de l'accord de Nouméa, précisément, j'étais en plus parlementaire. Alors je ne sais pas si c'est un défaut ou un avantage ou une qualité que j'avais eue à l'époque. Mais donc, fort de l'expérience que j'ai acquise en tant que parlementaire et président aussi d'une institution locale, en l'occurrence le Congrès, j'avais tout de suite fait le parallèle. Et au moment où de plus en plus les Calédoniens demandent à exercer davantage de compétences, je me disais, c'est pas normal que ça puisse être le haut-commissaire qui continue à diriger en réalité cette assemblée. Et donc, sans vouloir me donner l'importance que je n'ai pas, et probablement le boulot que je n'ai pas fait tout seul, mais je revendique quelque part que l'évolution du congrès du territoire de l'époque en congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec les compétences, avec le statut du président du congrès, qui devient aussi l'ordonnateur du budget du congrès, qui organise les dépenses, qui organise les recettes, qui recrute lui-même son personnel, qui met fin au contrat de ses collaborateurs et des fonctionnaires qui existent au congrès. C'est aussi à cette période-là que tout cela, ça a été fait. J'ai peut-être été un peu long dans mon explication. Je vais donc... oui, on va peut-être vous laisser la parole. Et puis, si toutefois il y avait d'autres questions à poser, je m'y plierai.
pas évident de poser des questions. Parce que là, donc, déjà, vous siégez aux emplacements des élus. Donc, oui. Paul. Bonjour, merci Monsieur le Président. J'aurais une question à M. Simon Louis-Cotte. C'est par rapport aux relations régionales. Est-ce que durant vos 15 années où vous avez exercé la fonction de président, quel lien ou quelle relation, ou y a-t-il eu des relations qui se sont tissées avec les pays voisins ou avec les pays francophones? Merci. Je vais juste vous présenter en 2 mots, Paul Fizine, puisque vous êtes un historien calédonien et que vous allez être l'un des co-animateurs, des 3 co-animateurs de la soirée que j'évoquais en début de cette réunion, de la soirée donc de rappel de l'histoire de cette assemblée qui est donc, le maire le disait, Conseil général de l'Assemblée territoriale, Congrès du territoire, Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc avec Ismet Kurtovic et Luc Steinmetz, jeudi soir le 13 septembre, vous co-animerez, Paul, cette soirée. Et donc je vous en remercie déjà. Je laisse la parole à Simon. En 15 ans de présidence du Congrès, j'associerai ça, si vous me permettez, aux 19 ans que j'ai passé au Parlement, au Sénat notamment. Parce que souvent, il y a eu des choses que j'ai pu réaliser en tant que président du Congrès, mais parce que j'étais aussi sénateur. Et inversement, j'ai fait des choses en tant que parlementaire, en tant que sénateur, parce que j'étais aussi président du Congrès, donc une meilleure approche et une meilleure accroche en Nouvelle-Calédonie et dans la région. Les relations avec les pays de la région, très très importantes. Pour la petite histoire, j'ai participé à la création du groupe Fer de Lance avec Dick Kukewe. J'étais simple élu. Dick Kukewe était président de cette institution. Il avait été invité par les pays de la région au moment de la création du groupe. Alors je rappelle que le groupe, c'est le groupe des Fers de Lance mélanésiens. Donc ce ne sont que les pays mélanésiens de la région qui se réunissaient en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Goroka plus précisément. Et cette structure est née pour soutenir la revendication kanak ici en Nouvelle-Calédonie. Alors était présent le Premier ministre des Fidji. Alors le Premier ministre du Vanuatu n'a pas pu se déplacer, c'était Walter Ny parce qu'il était malade, mais il a envoyé son second. Était présent le Premier ministre Payas Winti de Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Premier ministre des îles Salomon. Voilà les 4 qui étaient présents là-haut, et ils ont invité, pour la Nouvelle-Calédonie, Dick Kukewe. Ils n'ont invité personne d'autre que Dick Kukewe, qui était président de l'Assemblée, et Yann Selene Uregei, qui n'était plus rien, mais qui était ministre, qui avait toujours les cartes de ministre du gouvernement provisoire de Kanaki, ministre des Affaires étrangères. Et donc, Dick Kukewe m'a emmené avec lui, et j'ai participé à la création du groupe Fer de Lance. Ensuite, je l'ai accompagné partout dans la région, parce que la Nouvelle-Calédonie était systématiquement invitée pour les forums, pour des choses comme ça, pour assister aux réunions. Ensuite, je suis devenu sénateur et j'ai vite insisté auprès de mes collègues sénateurs de l'importance qu'il y avait pour la France à consacrer davantage d'attention à cette région du monde, à la Nouvelle-Calédonie en particulier, aux collectivités françaises du Pacifique qui pouvaient être une véritable tête de pont de la France dans la région. Et à l'époque, on était encore dans la période de guerre froide, il faut bien se souvenir de ça. Elle n'était pas complètement effacée. Et donc il y avait toujours ce risque-là. L'Angleterre commençait à annoncer sa volonté de vouloir se retirer parce qu'elle ne trouvait pas d'intérêt à être présente encore dans la région. Elle avait, avec la France, quitté le Vanuatu, par exemple. On voyait bien dans les aides qu'accordait l'Angleterre et les grandes nations que tout ça, ça allait plutôt vers la baisse. Et que donc il était important pour elle, pour la France notamment, au travers de ces 3 collectivités françaises du Pacifique, de marquer un intérêt pour la Nouvelle-Calédonie. En tant que président du Congrès, donc, j'ai initié une rencontre des présidents de parlement de la région Pacifique. Quasiment tous les pays de la région avaient répondu, tous les présidents de parlement de cette époque-là avaient répondu. Je suis même allé en mission en Australie rencontrer le président du Parlement australien, le président de la Chambre des députés et du Sénat, pour les sensibiliser à la question. J'ai même participé à une rencontre des présidents de Parlement
des différents États de la Nouvelle-Zélande. Je suis de l'Australie, je suis allé en Nouvelle-Zélande exactement pareil, pour les convaincre de la nécessité pour les présidents de Parlement de nous rencontrer pour essayer de nous soutenir mutuellement et puis d'essayer de faire prendre conscience à nos gouvernants respectifs de l'intérêt qu'il y avait à une coopération beaucoup plus forte pour assurer la stabilité de la région. Malheureusement, cette opération a échoué, bien que le Congrès que j'avais à l'époque sensibilisé sur cette opération avait délégué un certain nombre de crédits pour que l'opération puisse se faire. 35 millions qui avaient été délégués à l'époque pour se faire. Le gouvernement français, c'était, j'ai oublié son nom, va me revenir tout à l'heure, qui avait beaucoup soutenu cette opération. Alors malheureusement, cette opération n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Et il y avait également un fort intérêt à également développer l'usage de la langue française dans la région. Parce qu'on sentait bien que, regardez, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française étaient encore les 3 régions dans la région Pacifique qui parlaient encore le français. Le Vanuatu, on voit bien aujourd'hui que c'est de moins en moins, c'est difficile, donc il faut continuer à soutenir l'action. Et donc, on a au titre de sénateur, à l'Organisation internationale de la francophonie, j'étais quasiment le représentant du Parlement français dans cette région du Pacifique que constituait le Vanuatu, le Cambodge, le Laos et le Vietnam pour la défense de la philosophie portée par la francophonie. Le Vanuatu avait quelques difficultés à pouvoir y assister plus souvent. Aujourd'hui, je suis très heureux, on me l'apprenait très récemment, que la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui membre à part entière, en plus des autres parlements, est membre à part entière. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, plus exactement, est membre à part entière de cette organisation pour défendre l'usage du français et l'idéologie qui est portée par la francophonie dans cette région. On va laisser... Je voudrais rajouter une chose, c'est que cette idée de voir la Calédonie participer à la politique de développement dans cette région du monde date depuis très longtemps. Parce que il y a eu, et je m'adresse à vous qui allez avoir à porter témoignage au cours des réunions que mentionnait le président du Congrès, c'est un ancien président du Conseil général, M. Bono, qui avait beaucoup insisté pour qu'à la Commission du Pacifique Sud, la délégation comporte un représentant, quelques élus de l'Assemblée territoriale. C'est ainsi que, vous voyez, tout ça pour vous dire que c'est une idée qui a mûri pendant longtemps. Deuxièmement, ce qui avait d'intéressant, c'était que ça nous permettait de présenter la politique de la France ici dans cette région du monde vis-à-vis des pays qui nous entouraient. Je dis qui nous permettait parce que j'ai à plusieurs reprises fait partie de la délégation siégeante à la Commission du Pacifique Sud. Ce qui m'a permis, pour la petite histoire, de créer un lien d'amitié très fort avec un membre du gouvernement de l'Australie et que je vois quand je vais en Australie et on a gardé des bonnes relations. Ça permet toujours de faire passer des messages. Et j'ai eu un regret personnellement, c'est que la tendance que nous représentions au Congrès, enfin dans les assemblées, n'ait pas été plus souvent faire des représentations en Australie, laissant simplement, mais je ne fais pas là de politique, je constate la tendance favorable à l'indépendance de se manifester vis-à-vis des Australiens et des pays de la région. On a eu tort de ne pas nous manifester plus fermement. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez poser? Juste quelques mots pour que vous puissiez ensuite réfléchir à d'autres questions. Donc là où vous siégez, donc c'est le lieu où s'assiedent les élus. Nous sommes 54. Vous avez dû voir dans les brochures qui sont distribuées, cette assemblée est le regroupement d'élus qui viennent d'autres assemblées. Puisqu'en fin de compte, nous sommes un cas particulier dans la République française, où il y a beaucoup de cas particuliers en Nouvelle-Calédonie qui existent dans la République française, mais nous sommes avec une élection, nous avons 2 mandats. C'est-à-dire que quand nous sommes élus aux élections provinciales, les prochaines auront lieu en mai 2019, c'est-à-dire dans un peu plus de 7 mois, nous avons donc un mandat provincial et un mandat automatiquement de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas pour certains d'entre eux, puisque tous les élus provinciaux, depuis maintenant 99, l'accord de Nouméa, ne sont pas automatiquement des élus de la Nouvelle-Calédonie. Le titre des élus qui siègent là où vous êtes assis est membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans la loi, mais au niveau du règlement intérieur, le titre c'est conseiller de la Nouvelle-Calédonie. Donc notre titre est monsieur ou madame, monsieur le conseiller ou madame la conseillère de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a 54 places là, un petit peu moins puisqu'il y en a 3 qui sont en haut, moi-même, le président. À ma gauche, j'ai le premier vice-président, en l'occurrence depuis le 30 juillet 2018, c'est une femme, madame Caroline Machoro, qui est élue donc à la proportionnelle. Et j'ai également le secrétaire de séance, Sylvain Pabouti, qui est là, mais qui n'a pas trop envie de siéger là. Et donc il siège là où vous êtes, madame. C'est sa place. Bah, vous ne le voyez pas, mais il est indiqué Sylvain Pabouti. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je n'ai pas le droit d'intervenir, du fait du règlement intérieur, je n'ai pas le droit d'intervenir dans les débats. C'est-à-dire que si je veux intervenir dans les débats pour donner ma position, il faut que je me fasse représenter, donc que je quitte le perchoir. Et là, dans ce cas-là, j'ai le droit et je viens dans l'hémicycle. Et là, je peux exprimer mes opinions politiques et donc dire ce que je pense sur un texte. Autrement, lorsque je préside, le règlement intérieur m'interdit d'exprimer une opinion sur un texte. Je n'ai que pour rôle, pas négligeable, mais je n'ai que pour rôle de céder la parole et d'organiser les débats. De céder ou d'interdire la parole quand il y a des personnes qui veulent, enfin des collègues qui veulent intervenir quelquefois un peu trop souvent. Donc 54 membres, 32 du Sud, si vous avez la brochure, vous verrez 32 qui viennent de la province Sud, qui sont donc conseillers de la province Sud, 7 qui viennent de la province des îles, c'était le cas de Simon, et 15 qui viennent de la province Nord. Alors nous ne sommes pas répartis ensuite par province, nous sommes répartis ensuite par groupe politique. Donc après dans les groupes politiques il peut y avoir le Nord, le Sud, les îles, peu importe. Mais une fois que vous êtes là, d'ailleurs assis là, on ne s'occupe plus de savoir si vous venez du Nord, des îles ou du Sud. Mais sachez que c'est le cas. Et que les élus ne sont payés que par les provinces. C'est-à-dire que les élus du Congrès ne perçoivent aucune indemnité. Ils ne sont pas payés. La Nouvelle-Calédonie ne paie pas ces élus qui siègent au Congrès. Les seuls qui ont une indemnité de représentation il y en a 2 sur 54, le président du Congrès, moi-même, et le président de la commission permanente. Si vous avez vu le petit documentaire, c'est ce qu'on appelle le petit Congrès, et donc qui se réunit en intercession. Voilà, là où nous sommes assis, c'est le gouvernement. Donc là, il doit y avoir d'ailleurs président du gouvernement, là, c'est ça? Je ne me trompe pas? Ah bah non. Et vous me dites oui, alors vous. Non, d'accord. Non, mais là, d'habitude, il y a président du gouvernement. Parce que le gouvernement siège là, d'accord? Moi, je siège en haut. Donc le gouvernement siège là. L'administration du gouvernement, s'il y a des questions très techniques, par exemple, nous avons examiné beaucoup de textes sur la TGC, qui va être en place maintenant dans 3 semaines. Et donc, le président du gouvernement, qui est en charge de la fiscalité, il ne connaît pas forcément, quelquefois, dans le détail du détail. Donc, il cède la parole au directeur, soit régional des douanes, soit au directeur des services fiscaux, qui est derrière lui. Donc, je lui cède la parole. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous indiquer. Mais nous sommes toujours à votre écoute pour répondre à vos questions. Bonjour. Alors, moi, je voulais savoir, vous dites que quand vous êtes au perchoir, vous avez un droit de réserve. Vous n'êtes là que pour... vous êtes médiateur, en fait. Comment les présidents font pour garder leur calme? On a organisé une séance citoyenne
qui porte donc sur un thème qu'on a choisi. Et tout à l'heure, le secrétaire général du Congrès était là, mais il y a des agents, des cadres et agents du Congrès, donc on a choisi ça ensemble. C'est doit-on interdire de fumer sur les plages et les îlots? Donc c'est pas du tout au programme de quelqu'un, d'un quelconque groupe. On a voulu simplement trouver un sujet qui allait réveiller peut-être un petit peu les pour, les contre, qui était un sujet de vie quotidienne, qui n'était pas prévu dans un programme du gouvernement, pas polémique, pas clivant, où tout le monde peut être de droite, de gauche, ou indépendantiste ou loyaliste et être pour ou contre le tabac sur les plages. Donc pourquoi je dis ça? Parce que quand on avait fait une première séance citoyenne en septembre 2014 avec l'heure d'été, c'était également le sujet, je voyais qu'il y avait et ça m'amusait parce que je voyais qu'il y avait mes concitoyens qui bouillaient, quoi, ils n'en pouvaient plus. Alors que quand on est élu, nous on vit quasiment qu'avec, enfin pas qu'avec, mais beaucoup avec des gens qui pensent différemment ou de façon opposée à nous. Alors que vous êtes moins habitués à ça, vous voyez, à être confrontés, sauf quelquefois un peu en famille, en groupe d'amis, mais en général, on se fréquente plutôt, l'être humain il est comme ça, avec des gens qui pensent un peu comme vous, qui vivent un peu comme vous, c'est normal. Nous, élus, on est forcément confrontés à ça. Donc, c'est un peu une habitude. Mais il y a des fois où j'en peux plus. Mais je dis pas que je suis comme la reine d'Angleterre, il faut que j'ai pas le droit de parler, parce que c'est un peu vrai là-dessus, j'ai pas le droit de dire, mais attendez, ce que vous dites, c'est complètement, c'est pas possible. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire. J'ai pas le droit de commenter les propos de mes collègues. Bon, c'est un exercice, hein. Après, voilà, comme dans tout exercice, vous exercez des métiers qui ont, j'imagine, certaines contraintes. La mienne, elle a cette contrainte-là, c'est pas la pire, hein. Mais quand on est imprégné de ses convictions, c'est le cas. Moi, je suis depuis que donc j'ai été 2 fois président. Je ne sais pas si c'est le cas de Simon. Alors pour le président Lec, je ne sais pas également si c'était le cas. Moi, je suis descendu une fois là où j'ai demandé d'être remplacé. Parce que là, je ne supportais plus. C'était pour l'inscription automatique des électeurs pour la consultation référendaire. Donc il y a une actualité, mais je ne vais pas engager de débat politique. Ou du fait de l'emplacement d'une virgule, on interdisait au non-Kanak d'être inscrit automatiquement. Donc je suis intervenu, je me suis assis là et j'ai pris la parole dans les débats, ça s'est autorisé. Et une fois que j'ai terminé mon intervention, je suis remonté et j'ai repris ma fonction de président. Mais on est imprégné, et je conclurai là-dessus, parce que véritablement, moi je dois autant défendre un indépendantiste qui n'a pas mes opinions politiques dans l'expression de ses idées, et si un loyaliste, même de mon groupe, venait à l'empêcher de parler autre, je dois lui interdire à mon collègue, qui pourtant défend les mêmes idées que moi, mais a un comportement qui n'est pas conforme au règlement intérieur, donc je dois lui interdire de s'exprimer et défendre l'indépendantiste qui pourtant exprime une opinion qui est totalement contraire à la mienne. Vous voyez, donc mais ça c'est un exercice que qu'on est investi de cette responsabilité et de traiter tous les élus de la même façon. C'est notre fonction, c'est notre devoir. Et si nous ne faisions pas cela, nous manquerions à notre rôle, à notre responsabilité. Mais le président a pour rôle aussi d'essayer de trouver les moyens de parvenir à réaliser ce qui est prévu dans les délibérations. C'est pas simplement, pour reprendre une phrase d'Edgar Faure, qui a été président de l'Assemblée nationale à Paris, c'est pas simplement un distributeur de temps de parole, mais c'est bien sûr un rôle capital de dire intervenez, prendre note de ceux qui demandent la parole, mais deuxièmement d'essayer d'arriver à des compromis pour conclure positivement des questions qui sont posées. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Aouchas Nalapoun, je suis de l'IFO. Et ma question, vous avez parlé tout à l'heure de la guerre froide, de l'intérêt pour l'intérêt de la France ici. Et je voudrais savoir s'il y a toujours un intérêt de la France ici à notre année, la 2018. Ah ben écoutez, moi je ferai une réponse rapide. Quand vous prenez le discours prononcé ici à Nouméa par le président de la République quand il est passé, il a très nettement défini les positions. Et je crois que sur ce plan-là, il n'y a pas de doute à avoir. La France ne serait plus la France si elle n'était pas ici présente dans cette partie du monde.
Voilà. Et je crois que c'est capital. Je crois que c'est réellement important. Et ça l'est toujours aujourd'hui. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que pratiquement tous les pays de la région souhaitent la présence de la France dans cette région du monde parce qu'ils savent le rôle important que joue la France ici par l'intermédiaire de la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, là on commence, moi, commence à arriver à des sujets qui ne sont pas interdits. Hein. Je ne peux pas rentrer en politique. Monsieur le Président, en tant que président des débats, on va essayer de rester sur la vie de l'élu et sur la vie de l'institution. Mais j'ai répondu à une question. Mais vous avez répondu à une question. Et voilà. Allô. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un représentant de l'État aux séances du Congrès? Non. Sauf non. Enfin, la règle, c'est non. Sauf à des séances, non. Sauf, non. Sauf lorsque nous venons à nous exprimer. Mais ça, c'est à la discrétion du président. Alors, attendez. Je ne vais pas vous faire une réponse de politique. C'est-à-dire que pour répondre à la question. Pour siéger, que faut-il ici? Premièrement, il faut le quorum. Je vous indique qu'à chaque séance, si vous avez le plaisir de regarder la retranscription sur le site du Congrès YouTube en direct de nos séances, puisque toutes nos séances sont en direct, et la règle, d'ailleurs je l'indique parce que quelquefois j'ai des compatriotes qui disent est-ce qu'on a le droit de venir assister à une séance? La règle, sachez la règle républicaine, c'est que les élus du peuple, ils délibèrent, ils débattent au vu du peuple. C'est ça la règle. Toute assemblée, conseil municipal des 33 communes, assemblée provinciale des 3 provinces, Nouvelle-Calédonie, la règle, c'est que nous débattons devant le peuple, entre guillemets. Donc il suffit, si un jour vous voulez assister à des débats, de vous présenter, je monte cette porte parce qu'en général vous rentrez là. La seule particularité, c'est que vous n'avez en aucun cas le droit d'influencer les élus, c'est-à-dire ni d'applaudir, ni de huer, ni de parler fort, ni de crier, mais vous avez le droit d'assister, de venir. Donc ça, c'est un droit qui est reconnu pour le public. Donc il faut qu'il y ait le quorum. C'est l'appel qui est fait en chaque début de séance par le secrétaire général. Il faut qu'il y ait l'exécutif, c'est le gouvernement, pour pouvoir répondre aux élus, et c'est tout. Donc l'État n'est pas du tout prévu. Mais il est de tradition, de coutume, d'usage, lorsque nous émettons par exemple des avis sur la loi organique, sur le statut, et lorsque ça relève d'une loi, et donc d'une décision, une proposition de l'État, que nous invitions le représentant de l'État, en l'occurrence ce n'est jamais le haut-commissaire qui vient, c'est le secrétaire général, pour des raisons protocolaires, et qui répond aux élus sur l'objet d'un article de loi organique ou de loi ordinaire sur lequel le Congrès de la Nouvelle-Calédonie aura à émettre un avis. Donc votre réponse est non, il n'y a pas de représentant de l'État. Oui, exceptionnellement, à la discrétion du président du Congrès qui considère qu'il faut qu'il y ait un représentant de l'État pour répondre aux élus. Et ce qui, Monsieur le Président, est contraire à la règle qui existait précédemment, quand c'était l'Assemblée territoriale, et qui faisait que c'était le secrétaire général qui représentait ici l'administration et qui répondait aux questions des élus. D'ailleurs, il est resté quelques séances mémorables sur ce plan-là, et souvent l'homme qui était le plus mal à l'aise, c'était bien le secrétaire général, parce que non seulement j'ai été le témoin de ses affaires au cours d'une longue carrière, il se faisait prendre à partie par les élus, mais quand il rentrait et qu'il n'avait pas pu faire passer des textes que le haut-commissaire, gouverneur a précédemment voulait, il reprenait encore une bonne séance quand il rentrait dans le bureau du haut-commissaire. C'était très amusant. Donc il se prenait deux chauffes, l'une par les élus, et quand il rentrait au bureau, l'autre par le haut-commissaire qui à l'époque s'appelait gouverneur. Parce qu'à l'époque, avec les statuts, effectivement, le chef de l'administration de la Nouvelle-Calédonie, c'était le haut-commissaire. Ouais. Maintenant, c'est plus tout le cas, maintenant c'est le président du gouvernement. Et d'ailleurs, de mémoire, monsieur le président Lec, il était là, c'était notamment beaucoup Henri Leleu, pour ceux qui ont connu. Donc il était là où vous êtes, secrétaire général.
Et juste une précision, pour être complet, le gouvernement ne peut siéger, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est une particularité quand même tout à fait exceptionnelle, ne peut siéger que si le représentant de l'État, et en l'occurrence c'est le haut-commissaire, est présent. Oui. En tout cas, s'il a été convoqué. Après, s'il se fait excuser et il dit « je ne peux pas venir », le gouvernement peut siéger. Mais si Philippe Germain, mais tous les présidents de gouvernement venaient à convoquer leur gouvernement et ne pas convoquer le haut-commissaire, la délibération du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est nulle. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de la Polynésie. Mais ça, excusez-moi, ça c'est une volonté de Jacques Lafleur qui a considéré qu'il y a deux anecdotes, entre guillemets. Premièrement, les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne s'appelleraient pas ministres. Ça c'était la comparaison avec, il trouvait que c'était... Enfin, et non pas la qualité, oui. Et non pas la qualité de ministre. Oui, mais ça c'était considérant que le gouvernement avec Gaston Floss, c'était un peu les rivalités entre Lafleur et Floss, il considérait que c'était un peu n'importe quoi, je parle librement là. Jacques Lafleur considérait que c'était un peu n'importe quoi le gouvernement de ministre de Gaston Floss, donc il ne voulait pas que ça soit produit ici. Donc nous n'appelons pas les membres du gouvernement, et c'est vrai que pour une femme par exemple, c'est-à-dire madame le membre du gouvernement, c'est pas un homme monsieur le membre du gouvernement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est le terme. C'est le terme. Les indépendantistes, par abus de langage, quelquefois, dans les séances, disent « Monsieur le ministre », et moi je les corrige en disant « Parce que la loi dit, c'est le nom du gouvernement ». Il y a premièrement le titre. Deuxièmement, Jacques Lafleur a souhaité, dans l'accord de Nouméa, puisque ça date de 1999, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, impérativement que le haut-commissaire soit présent. Il ne participe pas au vote. Mais il peut prendre part au débat, enfin, il peut s'exprimer. Il doit être présent à toute réunion qui se tient le mardi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est une particularité très spécifique. Parce que, en termes de décentralisation qui est maintenant dans toutes les régions, c'est le seul endroit, la Nouvelle-Calédonie, où l'exécutif d'une collectivité ne peut délibérer qu'en présence du représentant de l'État. Dans les régions de métropole, ça n'existe pas. Bien sûr, dans les conseils municipaux, ça n'existe pas. Dans les départements, ça n'existe pas. Dans les autres territoires d'outre-mer, ça n'existe pas. La seule collectivité où c'est obligatoire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Le fait d'être au Congrès, il y a une liste spéciale de votants pour pouvoir élire les membres en province et donc au Congrès. Donc ça ne représente pas la totalité, enfin la majorité de la population calédonienne. C'était le but de ma question, c'est de savoir voilà, s'il y avait un représentant de l'État qui pouvait représenter la totalité. Oui. Non, il ne représente rien, le représentant de l'État. Avec tout le respect que je lui dois, il représente l'État, mais pas les Calédoniens. Alors, pour revenir sur les Calédoniens, nous sommes issus, nous sommes des élus, des citoyens calédoniens au regard de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que nous ne représentons pas les non-citoyens. Vous avez raison. Qui représente, monsieur, je ne veux pas polémiquer, mais il y a un autre sujet, mais là, ça serait, et vous connaissez peut-être ma position là-dessus, sur le fait qu'on puisse pas, que des Calédoniens ne puissent pas participer aux élections provinciales. Mais c'est quand même la majorité des Calédoniens, les citoyens. Mais il y a une forte minorité qui n'est pas représentée ici. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. C'est un vrai sujet. Pardon. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Parce que tu es aussi tous les trois présidents. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs présents dans la salle, bonjour chacun et chacune de vos personnalités. Je vais me présenter après. J'ai appris 30 ans d'existence ici, l'histoire du pays. Aujourd'hui, on est là pour un truc, je ne sais pas quoi. Mais il y a, comment on parle tout à l'heure, on disait que l'histoire du pays, ça s'est écrit ici. Est-ce que l'histoire du pays, est-ce que les gens ont écrit la vérité sur l'histoire du pays? Parce qu'aujourd'hui, on tourne... Non mais je veux dire sincèrement, l'union là, c'est de poser des questions avec les élus. C'est pas de faire un discours politique ou une déclaration. Donc moi, je serais tout à fait disposé à vous recevoir si vous voulez tout à l'heure, tout à fait disposé à répondre à votre question. En revanche, c'est pas une tribune ici, monsieur. Bon, donc, je vais poser directement ma question. Donc allez-y, posez votre question et on va y répondre très directement également. Je vais poser alors une question radicale. Avez-vous la compétence et la capacité de répondre aux besoins de tous ceux qui sont dans le besoin? Avez-vous, êtes-vous en mesure
de répondre à ce que les gens ont besoin de ce pays. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître que le pays des Kanaks il a été volé par la France en 1854-53? Parce que vous tournez la page aujourd'hui, je me... Comment? D'accord, mais donc, mais ça y est, j'ai compris votre question. D'accord. Non mais ça y est, j'ai compris votre question. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que les élus qui siègent, monsieur, dans cet hémicycle sont des élus qui sont élus par les citoyens, alors avec la restriction que monsieur indiquait, qui est une restriction notable, et donc une restriction sur le côté démocratique, là dont on pourra... Mais c'est un accord. Après, il y a des élections, comme j'indiquais, dans 7 mois. Tous les citoyens canadiens sont libres de constituer des listes et de se présenter, et de, bien évidemment, puisque nous avons la chance, en appartenant à la République française, dans une grande démocratie, donc de s'exprimer très librement. Et donc ensuite, eh bien, chacun fait une liste, chacun défend ses opinions, et puis l'électeur, il choisit un dimanche, et il met le bulletin qu'il veut. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, à un dimanche du mois de mai de 2019, et puis comme ça vous pourrez librement exprimer votre opinion qui est tout à fait acceptable. Et déjà le 4 novembre, vous avez raison, le 4 novembre aussi vous pourrez l'exprimer. Mais c'est pas le, je suis pas en campagne électorale. Déjà là actuellement on bloque les loyers de la SIC, FSH et Saint-Maclot. Oui, mais non, c'est ce genre de sujet là qui est important, parce que parler de fumer à la plage, je trouve comment farfelu. Ah ouais. Bah, ouais, mais je suis président, donc c'est moi qui ai choisi. Dans la machin ou je sais pas où. Monsieur, arrêtez de vendre les cigarettes depuis l'alcool alors. Voilà. Si vous êtes plus intelligent que ça, ce que je vous propose, vous allez jeter le mégot et la cigarette dans des poubelles. C'est 14h30. Elle n'en parle plus. Ce que je vous propose, c'est de venir à 14h30. Parlez des sujets importants, parce que l'Océanien, celui qui construit le pays, Wallis et Futuna, les Kanaks, ils sont condamnés dans les bâtiments élastiques et FSH, ils ne sont jamais chez eux. Nous, on va bloquer les loyers de la SIC et des machins pour que 5 ans, ils redeviennent propriétaires, les gens, les locataires. Très bien. Comme je vous ai dit, monsieur, que vous devez occuper. 14h30. Venez, 14h30, vous allez voir, ça va être super. Il y a le jeune homme derrière qui veut j'ai toujours l'habitude de parler avec les juges et les procureurs. Allez-y, jeune homme. Qui ne sont pas aussi à la compétence de me répondre. Merci, monsieur. On se reverra alors. Ah, mais avec plaisir. Oui. J'espère que vous êtes à la hauteur. La parole est au jeune homme qui est derrière. Oui. Pourquoi le Congrès existe? Ah. Voilà. Alors, nous, on se pose moins de questions existentielles. Hein. Pourquoi le Congrès existe? Alors, je dirais, jeune homme, pourquoi le Congrès existe? Parce que il est dit dans le petit documentaire que en démocratie, sauf dans la démocratie grecque, en démocratie, le citoyen, il ne peut pas se réunir à chaque fois pour voter les textes. Donc, il y a ce qu'on appelle une démocratie, mais je vais utiliser des termes qui ne sont pas trop compliqués, ce qu'on appelle une démocratie représentative, mais en tout cas, il y a des gens, ton papa, ta maman, et puis toi bientôt, et puis ta famille, tes amis, qui ont plus de 18 ans, qui, un jour, tous les 5 ans, désignent les femmes et les hommes qui vont prendre des décisions à leur place. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle donc élire des représentants du peuple. Et pendant une certaine durée, ces représentants, eh ben, ils vont décider pour toi. Pas tout, mais en grande partie. Et donc, le Congrès, ben, c'est la réunion de ces 54 personnes qui, pendant 5 ans, vont prendre des décisions, je dirais, à ta place, mais parce que tu les auras choisies. Une délégation de pouvoir qui est donnée. Tu vois? Sinon, ce serait une dictature. Un seul homme qui décide pour tout le monde. Là, ici, on a 54 qui décident pour toute la Nouvelle-Calédonie. Voilà. De bonnes puis des mauvaises décisions parfois, mais c'est ici que ça se fait. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, oui, alors d'abord madame et après monsieur. Madame. Je voulais savoir, tout au long de vos mandats, vous avez peut-être des anecdotes, il y avait eu des moments forts pour chacun d'entre vous. Donc si vous avez des petites anecdotes... Alors moi, je vais parce que tout à l'heure, quand j'ai souri, que je vais laisser Simon, parce que quand il a dit qu'il était premier adjoint au maire de Ouvéa, je me rappelle parce qu'à l'époque, donc moi j'étais le doyen... pendant 10 ans, j'étais le doyen du Congrès de 89 à 99, donc ça veut dire que j'étais élu à 27 ans et donc jusqu'à 37 ans. Le Benjamin. Le Benjamin. Non, le doyen.
Et donc, on discutait avec Simon, qui lui devait être le vice Benjamin. Et je me rappelle pour Edgar Pisani, ça fait quand il est venu pour la première fois, mais je te laisserai raconter, parce que Simon, il n'avait pas le look qu'il a aujourd'hui quand il était premier adjoint au maire de Ouvéa, avec sa barbe et donc quelques années de moins forcément. Et donc Edgar Pisani, nouveau commissaire, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu cette période-là, après les événements, parce qu'on était en couvre-feu, débarque à Ouvéa et voit l'élu de la tribu l'élu de la mairie de Ouvéa qui se présente à lui et qui vient l'accueillir. Donc je te laisse continuer, Simon. Alors c'est une anecdote que j'ai racontée, qui a été reprise par les grands journaux métropolitains. Edgar Pisani arrive ici un samedi matin. C'est janvier 85, non? Oui, et il déclare à son arrivée à Tontouta, devant toute la presse nationale qui l'accompagnait, il y avait une partie de la presse régionale, parce qu'il faut imaginer la Nouvelle-Calédonie qui était quasiment à feu et à sang. Il débarque à Tontouta et il déclare « Je sais où je vais, mais je ne sais pas comment ». Ça, c'était le samedi après-midi. Diku Kewe, qui était président du gouvernement, intervient le dimanche soir en frappant du poing sur la table. Le gouvernement central ne nous imposera rien, c'est nous-mêmes les Calédoniens qui déciderons nous-mêmes de notre avenir. On connaissait à peu près les intentions du gouvernement socialiste de l'époque, avec François Mitterrand, et surtout de la promesse qu'il avait faite aux indépendantistes qu'il avait reçue et qui figurait dans son programme de 110 propositions. Et donc Edgar Pisani, le mercredi, fait sa première sortie du Haut Commissariat, qu'on appelait à l'époque le bunker, parce que voilà, il l'avait transformé ainsi, et il va à Lifou, parce que à Lifou, c'était la seule sous-préfecture de la Nouvelle-Calédonie qui avait été prise en otage par une délégation par des indépendantistes pendant une dizaine de jours. Et le sous-préfet qui était en poste là-bas, il était d'origine guadeloupéenne, il s'appelait Demar, Jean-Claude Demar. Voilà, Jean-Claude Demar. Et c'est lui un peu qui m'avait poussé à faire de la politique et à conduire la liste des non-indépendantistes à Ouvéa. Et donc il va visiter la sous-préfecture. Et au retour de Lifou, donc il y avait 3 hélicoptères qui volaient comme ça en escadrille de combat, et il y avait un Transal qui l'accompagnait, parce que voilà, c'était les moyens qu'il fallait déployer sur le terrain. Et au retour de Lifou, il faisait un temps magnifique, il fait un petit crochet par Ouvéa, parce que bon, lui, il roi-cante Ouvéa. Seulement le sous-préfet ne lui dit pas tout. Il lui dit que le maire d'Ouvéa est un maire indépendantiste, mais il ne lui dit pas comment ce maire indépendantiste a été élu. Ce que je vous racontais tout à l'heure. Qui a été élu le soir. Voilà, ce que je vous racontais tout à l'heure. Et là, ni d'une ni deux, il se pose dans la cour de l'école. Et moi, à ce moment-là, j'avais, comme disait Gaël, j'avais les grands cheveux, j'avais la barbe, j'étais en claquette quasiment. Je revenais de je ne sais où, puis je vais voir, comme tous les gens qui étaient là, l'hélicoptère qui se pose dans la cour de l'école. On ne nous avait pas informé de sa visite inopportune, et donc on s'arrête tous là, etc. Je vais regarder le truc. Et dans l'hélicoptère, donc c'est ce que lui raconte le sous-préfet, et me voyant là-bas parmi les curieux, le sous-préfet lui dit « Ah ben justement, le premier adjoint au maire est là ». Et il vient vers moi avec lui-même sa grande barbe. « Ah, monsieur le maire !» Il me prend dans ses bras, « Comment ça va ?» etc., etc. Bon. Et alors là, moi j'étais quand même inquiet, quoi, hein, parce que ça ne s'arrêtait pas. Les maisons continuaient à brûler, les routes étaient bloquées, etc. Et je lui demande « Mais monsieur le ministre, alors il me voit, puis il me voit un peu inquiet. Il dit, monsieur le ministre, mais alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Il me dit, monsieur le maire, on va avancer très vite, mais à petits pas. Et je lui dis, oui, mais dans quel sens? Alors il me regarde étonné. Il dit, vers ce que souhaite la majorité ou vers ce que souhaite la minorité? Et là, il me laisse pas terminer ma phrase, et il dit, mais vers ce que souhaite la minorité, bien sûr, monsieur le maire. Parce qu'il pensait dans sa tête s'adresser à un indépendantiste. Vu le bonhomme qui était devant lui, la dégaine qu'il avait, ça ne pouvait pas être autre chose, c'est pas possible. Et donc il dit, mais vers ce que souhaitent les indépendantistes, vers ce que souhaite la minorité, bien entendu. Alors là, il me voit fondre devant lui, de 135 kilos, je suis tombé à 25, quoi. Et il me dit, mais monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va se passer très très bien. De toute façon, si vous voulez que je vous explique mon plan, prenez contact avec mon secrétariat à Nouméa, et puis autour d'un café, je vous expliquerai mon plan. Nous étions le mercredi après-midi. Et le lendemain, jeudi, je prends l'avion, je vais à Nouméa, et la seule autorité territoriale que je connaissais à cette époque-là, c'était Diku Kewe, qui avait ses bureaux dans la tour Westpac en bas, au 10e étage. Et donc je viens le voir. Je ne connaissais pas Jacques Lafleur, je ne connaissais personne d'autre. Et je vais voir Diku Kewe, je dis à Dick, dis donc, voilà, Pisani est venu hier à Ouvéa. Ah bon? Ah oui, il est venu hier à Ouvéa, et voilà ce qu'il m'a raconté. Ah, il faut absolument que tu ailles voir Lafleur pour lui raconter ça.
Et nous voilà rentrés dans le bureau de Jacques Lafleur. Et à l'époque, Bernard Ponce, qui a été ministre par la suite, était secrétaire général du RPR. Et Jacques Chirac lui avait demandé de venir ici pour voir comment, depuis Paris, il pouvait nous aider. Et donc, Bernard Ponce était avec Jacques Lafleur. Et donc, je leur raconte mon histoire. Et je me souviens encore de Bernard Ponce, comme ça, ah, les salauds de socialistes. Je savais bien qu'ils étaient capables de tout. Nous étions donc le vendredi après-midi, non, le jeudi après-midi, et le vendredi matin, le sous-préfet m'appelle, le fameux Jean-Claude Demare. Il m'appelle et il me dit, il faut absolument que tu viennes avec moi parce que je suis convoqué par... C'était le délégué du gouvernement. Ça a été le premier délégué du gouvernement qui a connu la Nouvelle-Calédonie. Il a été ensuite ministre de la Nouvelle-Calédonie. Il m'a convoqué. Ouais, Pisani. Il m'a convoqué et il faut absolument que tu viennes parce que c'est certainement ton sujet. Et effectivement, je pars avec Jean-Claude Demare le vendredi en fin de matinée. Entre-temps, j'avais demandé un rendez-vous à son secrétariat, conformément à ce qu'il m'avait proposé la veille lorsque je l'ai rencontré à Ouvert. Et c'était Madame Maufray encore. Et là, nous arrivons tous les deux, on était dans la petite salle d'attente, et le délégué Pisani recevait quelqu'un d'autre dans son bureau. Et ce ne sont pas les bureaux d'aujourd'hui, mais c'était les anciens bureaux. Et je me souviens, la particularité de la porte pour accéder à son bureau, elle est épaisse comme ça, avec le capitonnage. Et donc, à un moment donné, la secrétaire, Madame Maufray, vient chercher le commissaire délégué des îles, le sous-préfet des îles, et je vais pour me lever, et Madame Maufray me dit, non, monsieur Ouekot, c'est pas vous, uniquement le sous-préfet. Alors moi je pensais que donc il le reçoit dans un premier temps avant de me recevoir, avant de nous recevoir tous les deux. Il rentre et là, j'entends vociférer Pisani dans le bureau, avec un capitonnage comme ça, vous imaginez le ton de la voix que j'entendais depuis dehors. Et il ressort, l'antillais, vous voyez les antillais comment ils sont noirs, il ressort blanc. Il s'était pris un savon par Pisani, il lui reprochait parce qu'au même moment où je demandais le rendez-vous, il avait l'arrêté constatant mon élection ici, parce que vous savez, je vous avais expliqué que je n'avais pas été élu, moi, le 18 novembre, mais je le suis devenu par le fait qu'un de mes colistiers était monté au gouvernement. Et donc il avait un arrêté constatant mon élection sur les bancs du RPCR. Un certain Louekot Abraham Simon, et lui, il y avait un Louekot Simon qu'il avait rencontré la veille, qui demande à le rencontrer, et à qui il a fait des confidences. Alors il convoque le sous-préfet, oui, ça ne m'étonne pas que vous soyez mauvais, vous avez été pris en otage à Livourne, comme ça il lui a servi le truc. On est reparti, il m'a dit, c'est pas la peine, il ne te recevra pas. Et je suis retourné voir Bernard Ponce et Jacques Lafleur pour leur dire ce qui s'était passé la veille. Et le lendemain, samedi, il commençait ses premières audiences politiques, et le premier parti politique qu'il recevait ici, au commissariat, c'était le RPCR. Et Jacques Lafleur me dit, bah, tu feras partie de la délégation pour les rencontrer. Voilà, petite anecdote. Hein? Oui, alors moi, deux anecdotes. On avait à l'Assemblée territoriale à émettre un avis sur des textes que le gouvernement de la République nous avait proposés. C'était la réforme foncière qui avait fait beaucoup de bruit. Et alors on était dans une période difficile et l'atmosphère était chaude. Non seulement à l'Assemblée, mais dans la population. Alors, j'étais ensiégé. Quand on me passe un papier, on me dit, ça y est, hein, il y a des gens qui déboulent vers l'Assemblée territoriale et ça va être envahi, ce qui a été le cas. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un des responsables qui passant près de moi a dit, vous en faites pas, on fera rien de dramatique. Mais alors, il y a eu des élus qui ont pris peur. Je n'ai jamais vu sur le sol de cette assemblée autant de claquettes. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui venaient siéger en claquettes. Parce que chacun a pris le large tant et plus. Alors j'ai fait venir, conformément à la loi et au pouvoir donné au président, la police. On a évacué la salle. Et quelques instants après, pour bien prouver la présence de l'Assemblée et son importance, nous reprenions la séance. Mais ça a été très chaud. Et l'autre anecdote que je voudrais vous livrer, c'est que on avait pris une séance un matin, je me souviens, et puis on venait juste d'ouvrir la séance
quand le secrétaire général de l'Assemblée, Claude Fournier à l'époque, le nom a été cité par Simon Louécotte, me passe un papier et me dit on vient d'être averti, il y aurait une bombe à l'intérieur de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous faites? Il dit on fait rien du tout, on continue à siéger pour montrer la permanence de l'Assemblée et puis vous allez vous téléphoner au service compétent et vous faites inspecter le bâtiment, ce qui a été fait, et je l'ai dit aux membres de l'Assemblée qu'après, c'était un risque qui était pris, parce que si effectivement il y avait une bombe, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis, mais je me disais, si jamais je suspends la séance en disant ça, ça va se répartir et ça va encore augmenter la tension dans la population. Voilà. Et puis bien d'autres anecdotes de remarques passées entre les élus, le public qui n'a pas le droit d'intervenir. Hein. Le président l'avait bien dit tout à l'heure, il n'a pas le droit, mais il y en a qui arrivaient. Je me souviens d'un qui disait, ben vous allez voir, on va mettre des fûts de pétrole et puis on va les pousser, les faire descendre la côte pour venir ici à l'Assemblée. Et je me souviens encore de cet élu qui était là, qui me dit « Monsieur le Président, mais ne laissez jamais tolérer de tels propos. On est représentant du peuple. » Enfin, il y a eu quelques histoires bien senties. Il y avait un monsieur qui voulait prendre la parole oui. Quelques instants, et après je vous redonnerai la parole. Bonjour, Jean-Emmanuel Frantz, citoyen et calédonien de cœur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez des anecdotes sur des chefs d'État de la région qui auraient été invités à venir s'adresser aux Calédoniens au sein de l'Assemblée ou de ce congrès, s'il vous plaît? Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai accueilli quelques ministres et j'ai accueilli quelques hautes personnalités, Premier ministre également, président de l'Assemblée nationale Claude Barthelone. Je sais que lorsque j'ai accueilli Claude Barthelone de mémoire, il y avait une manifestation, parce que là aussi c'était une histoire du corps électoral, où il fallait gérer le faire sortir par un autre lieu, parce qu'il devait ensuite avoir une réunion au Saria. Donc, forcément, comme je l'indiquais, comme le rappelait le président Lec, dans cette enceinte et dans ce bâtiment, le haut-commissaire est compétent du fait de la compétence de l'État en termes de maintien de l'ordre et d'ordre public sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sauf au sein des assemblées, que ce soit les conseils municipaux, les assemblées de province ou le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ce qui concerne l'ordre dans cet établissement, il ne peut pas envoyer par exemple les gardes mobiles ou la police ou la gendarmerie dans l'hémicycle sans en avoir été autorisé et même sans avoir reçu la demande expresse du président de l'Assemblée. Donc même si c'est un cafouillage total au sein de cet hémicycle et que moi je ne bouge pas, le haut-commissaire ne peut pas faire intervenir les forces de l'ordre. Donc là, en l'occurrence, je reviens sur la présidente de l'Assemblée nationale, où là, dans ces cas-là, le président du Congrès est étroitement associé avec les forces de l'ordre aux conditions de sécurité, puisque le président de l'Assemblée nationale est le quatrième personnage de l'État, et donc il convenait là aussi de le protéger avec des manifestations dont on ne connaissait pas véritablement les tenants et les aboutissants. Et donc là, il y a eu... mais c'était indépendant de sa volonté, des questions d'ordre particulière pour pouvoir l'exfiltrer dans un endroit qui n'était pas forcément initialement prévu. Sur des anecdotes en tant que telles, moi il ne m'en vient pas à l'esprit parce que ça reste quand même extrêmement protocolaire. Extrêmement protocolaire. On est vraiment rigidifié par le protocole qui fait que le président du Congrès accueille au bas de l'escalier la personnalité, donc tout est cadré. On nous explique qu'il doit y avoir passé 2 minutes au niveau de l'escalier, on calcule le temps pour monter les escaliers, on nous explique qu'il faut qu'il passe 7 minutes dans le bureau
Peut-être que certains d'entre vous ont visité le salon protocolaire du président. Ensuite, il y a le temps qui est également compté pour arriver jusque-là, le décompte du discours, le décompte de l'expression également du président du Congrès. Tout ceci est minuté, ce que vous peut-être ne percevez pas, pour éviter en fin de journée d'accumuler des retards. D'ailleurs, en général, on ne les évite pas, mais on les limite. Voilà, donc on est quand même assez corseté là-dessus. Donc c'est pas la bonne franquette. On ne lui tape pas sur l'épaule et alors comment c'est passé. Non, tout ceci est protocolaire, remise de cadeaux, remise de propos de bienvenue. C'est voilà, ça devient. Oui. Alors c'est vrai que pour compléter, pour aller plus spécifiquement dans votre question, je ne me souviens pas du temps de ma présidence, peut-être que le président Lec pourra préciser tout à l'heure aussi, mais du temps de ma présidence, je ne me souviens pas qu'il y ait de représentants de pays étrangers qui soient venus s'exprimer ici. Qu'on les ait reçus au Congrès, que le président du Congrès les ait reçus, qu'il ait organisé une manifestation particulière en dehors de cet hémicycle, hein, je parle de l'hémicycle, hein. Un peu comme ça se fait en métropole, par exemple à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où on a parfois un représentant de pays étrangers qui vient s'exprimer devant la représentation nationale. Ici, je ne me souviens pas qu'il y en ait déjà eu. Par contre, les représentants de gouvernement français, oui, il y en a eu beaucoup. Hein. Premier ministre en particulier, il est venu à plusieurs reprises. Il y a eu étrangers. Il y a eu, au moment de la guerre, la visite du Premier ministre de l'Australie, mais ce n'était pas une visite à l'Assemblée, au Conseil général de l'époque, même mieux, c'était le Conseil d'administration. C'est l'accueil également à l'esprit, c'est que ici c'est tout de même une enceinte assez sacralisée. Bon, on a décidé, pas que moi, mes prédécesseurs, et c'est très bien ainsi, par exemple, de vous autoriser à vous asseoir, ce qui me paraît normal, des Calédoniens, et donc c'est l'objectif même des portes ouvertes. Hein. C'est fait au niveau des scolaires également. Le fait de s'exprimer devant la représentation des citoyens calédoniens est quand même assez codifié. Pas par une loi, pas par un décret, pas par un arrêté, par des usages. Et donc on ne vient pas s'exprimer comme cela. Je vais vous faire une anecdote. J'ai accueilli vendredi matin les 9, enfin il y en avait 5 qui étaient présents physiquement, mais pour rendre hommage aux 9 athlètes, para-athlètes qui ont remporté donc les 16 médailles sur les 39 médailles que l'équipe de France a remportées au championnat d'Europe de Berlin. Mais c'était tout un débat et toute une discussion avec le secrétaire général, avec également l'administration, pour voir sur quels critères. Donc ça avait déjà été fait, parce qu'autrement, pourquoi est-ce qu'un véliplanchiste champion du monde ne serait pas reçu? Pourquoi est-ce qu'un nageur autre ne serait pas reçu? Donc il faut le codifier, parce que ces athlètes en handisport et sport adapté ont obtenu des titres internationaux dans des disciplines paralympiques ou olympiques. C'est le critère qui a été retenu pour faire en sorte qu'eux sont acceptés, eux peuvent rentrer dans l'hémicycle et les autres non, parce qu'autrement on commencerait toutes nos séances en saluant, pourquoi pas, mais en tout cas c'est pas la règle. Donc pour ce qui concerne les représentations étrangères, là aussi, parce qu'en plus nous n'avons pas de compétences de relations extérieures. Nous avons une compétence de relations de coopération régionale depuis l'accord de Nouméa. Mais la Nouvelle-Calédonie n'est pas compétente dans les 6 compétences régaliennes. C'est bien l'objet du référendum du 4 novembre. Et la compétence affaires étrangères, relations extérieures avec d'autres pays, d'État à État, n'est pas une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Nous pouvons avoir des liens de coopération régionale avec le Vanuatu. Le 24 septembre, je reçois le président du Parlement du Vanuatu, de la République du Vanuatu. Mais il ne s'exprimera pas, il n'y a pas de séance de toute façon. Voilà, donc il y a très très peu de représentants du gouvernement étranger qui viennent, et quand je dis peu, je ne sais même pas s'il y en a eu, qui viennent s'exprimer. Ce n'est pas la tradition. Mais vous savez, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est également très 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 rare que des chefs d'État ou des chefs de gouvernement viennent s'exprimer. À ma connaissance, on n'a pas eu ici en Nouvelle-Calédonie, dans toute l'histoire du Conseil général de la France, de la Calédonie, etc. Voilà. Monsieur.
vous parlez de la démocratie. Et Oui. ma question est de savoir si, quand vous votez les lois, est-ce que ça arrive que c'est sans le consentement du peuple? Alors, votre question, c'est est-ce que lorsque l'on vote les lois, est-ce que c'est sans le consentement du peuple? Oui. Alors, votre question est une question importante, parce que qu'est-ce que la démocratie? Alors, ça, c'est un vaste débat. Ce que j'indiquais là, il n'y a pas d'abord de système parfait. Il n'y a pas de système parfait. Il y a un système qui est le moins mauvais des systèmes, qui est ce que j'indiquais, qui était la représentation, la démocratie représentative. Le fait d'élire des femmes et des hommes qui, pendant la durée du mandat, prennent des décisions pour vous. Après, il y a des moments où probablement qu'on prenne des décisions qui ne sont pas forcément celles de la majorité. On en est quelquefois conscient. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, qui n'est pas un exemple calédonien. C'est en 81, lorsque le président François Mitterrand a été élu, il a présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi d'abolition de la peine de mort. Tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion indiquaient que le peuple français, dans sa majorité, était favorable au maintien de la peine de mort. Et pourtant, les représentants, les députés et les sénateurs, et d'ailleurs il y avait des clivages, parce que je me souviens que Jacques Chirac, par exemple, qui était contre l'avortement, était également pour l'abolition de la peine de mort, et pourtant il était à l'époque chef du RPR et donc chef de l'opposition, mais il a voté l'abolition de la peine de mort, parce que pour des questions personnelles, éthiques, religieuses, il considérait qu'il fallait abolir la peine de mort en France. Voilà, tout ça pour vous dire que de temps en temps, nous venons à prendre des décisions que nous savons être des décisions impopulaires. Être démocrate et être un représentant du peuple, c'est pas forcément coller à l'opinion publique. C'est prendre ses responsabilités. On est investi on doit forcément être à l'écoute. Quand on vote un nouvel impôt, on sait que c'est pas populaire. Et pourtant, il faut qu'on a l'obligation d'équilibrer les budgets. Quand on vote des interdictions, par exemple l'interdiction de fumer, là c'est pas sur les plages, c'est pas d'actualité, mais dans les lieux publics ou autres, je pense que peut-être que l'opinion publique à l'époque aurait dit non. Quand on a voté par exemple l'obligation, je me souviens parce que j'étais à l'époque, on était tous jeunes élus, Simon et moi, et c'est assez récent, l'obligation de mettre la ceinture de sécurité dans les voitures. Je me rappelle, les Calédoniens, ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous venez? Mais attendez, nous, c'est une liberté individuelle, vous portez atteinte à notre liberté. Et si on a envie de nous tuer, moi je me rappelle les débats qu'on avait, laissez-nous tranquilles, pourquoi vous nous forcez à mettre une ceinture de sécurité? Mais quoi vous vous mêlez, quoi? Jusqu'où allez-vous vous immiscer dans notre vie privée, personnelle? Aujourd'hui, sincèrement, la ceinture de sécurité dans la voiture, c'est plus un débat. Donc on a conscience, pour terminer, que de temps en temps, nous prenons des décisions qui ne sont pas forcément conformes à l'opinion majoritaire. Mais, voilà, pour ça, de temps en temps, il y a des référendums. Mais ça n'existe pas, le référendum. Enfin, si, le 4 novembre, mais pas sur des questions de vie quotidienne. Oui, monsieur. Oui, je voulais juste poser une question. Est-ce que c'est vrai que le nombre de conseillers par province à Matignon-Oudinot avait fait l'objet d'un casus belli, c'est-à-dire l'objet d'affrontements violents entre les indépendantistes et les loyalistes pendant les négociations? Oui, c'est bien entendu. L'esprit qui avait prévalu à cette époque-là, c'était la création des provinces, et puis de se partager le pouvoir. Il faut se souvenir que les indépendantistes notamment ont contesté les élections du 18 novembre 1984 parce qu'ils étaient persuadés qu'ils seraient minoritaires. Et que pour eux, l'une des revendications de participer à l'exercice du pouvoir, eh bien, ils n'allaient pas l'atteindre. Et donc il s'agissait, dans un équilibre comment dirais-je, essayer de répartir l'exercice de ce pouvoir sans que le fait majoritaire ne puisse pas non plus apparaître et pouvoir s'exprimer. Donc il fallait trouver les conditions, le nombre de conseillers, etc. Alors le nombre de conseillers dans chacune des provinces
mais ensuite le nombre de conseillers qui, de chacune des provinces, vont venir au Congrès. Comme l'expliquait tout à l'heure Gaël Yanou, puisque le Congrès, c'est le rassemblement des 3 provinces. Combien de conseillers de la province sud doivent accéder au Congrès? Combien de la province nord doivent venir ici? Combien de avec cet équilibre pour ne pas que l'expression de la majorité ne soit complètement... ne disparaisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, effectivement, il y a eu d'âpres discussions. Alors, pourquoi, à l'époque, il n'y en avait que 15 en province nord? Pourquoi il n'y en avait que 7 en province des îles? Pourquoi il n'y en a eu que... attendez, c'était combien déjà? C'est 15, non, 7, mais à l'époque. 32. Et 32 en province sud, pourquoi? Pourquoi ce chiffre? Pourquoi ces chiffres-là? Vous voyez? Donc ensuite, c'est tout un tas de calculs. Pendant qu'il y avait les pauses, on se lançait dans les calculs politiques pour savoir combien il en fallait là pour qu'on puisse maintenir cet équilibre, qu'il y en ait suffisamment qu'il aille au Congrès et puis ne pas se déstabiliser, etc. Parce qu'il faut quand même, imaginons un seul instant que globalement, eh bien, il y ait une majorité qui puisse s'exprimer, qui puisse ressortir, mais que cette majorité naturelle, elle ne se retrouve pas dans les institutions qui ont à prendre les décisions. Donc vous voyez, c'est pas simple. Mais je confirme qu'effectivement, il y a eu des débats. Il y a eu de vrais débats. Il y a un documentaire qui est très bien fait là-dessus, je ne me rappelle plus du titre, sur les accords de Matignon et qui retrace cela. C'est qu'à plusieurs reprises, il y a eu des ruptures de discussion. La particularité, moi je vois avec mes amis, et nous le voyons nous politiques, comme je l'indiquais tout à l'heure à madame, notre habitude c'est d'être constamment confrontés à des personnes qui ont des opinions différentes, voire opposées. Donc nous c'est une habitude, les politiques. Et deuxièmement, c'est le sens du compromis. C'est pas la compromission, c'est pas tout accepter, c'est de fait, on sait très bien qu'on a des valeurs, et que pour trouver un accord, il faudra, à un moment donné, non pas renoncer à ces valeurs, mais écouter l'autre et trouver un terrain d'entente pour arriver à un accord qui fait que l'essentiel est préservé, mais pas tout. Mais pas tout. Et qu'en face, l'essentiel aussi est préservé, mais pas tout. Alors souvent, les lecteurs disent « Oui, c'est un scandale parce que vous avez lâché ». C'est pas qu'on a lâché, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver un accord. Et vous ne pouvez pas... Ah si, il y a des régimes aussi. Il y a des régimes politiques où on dit, si vous n'êtes pas d'accord, soit vous acceptez exactement ce que je veux, soit je vous écrase, ou je vous supprime. Ça c'est un autre régime politique, c'est pas celui de la République française. Donc ça veut dire que on est élevé à la culture du compromis, pas de la compromission, du compromis. Et là c'est un élément important qui a d'ailleurs beaucoup évolué, et je vais vous le dire, ça fait partie des débats, puisque je fais partie du groupe du dialogue qui a fait beaucoup parler le G10, qui est passé G9, G7, G6, qui est redevenu G8, qui maintenant est G7, et dont on a beaucoup parlé. Et bon, je ne vais pas épigloguer sur, à mon avis, le caractère indispensable sur cette terre de partager et de discuter. Il faut que l'on discute. Et le 5 novembre, il faudra que l'on discute également. Tout ça pour dire que dans ces sujets sur l'avenir, il y a des sujets qui vont être essentiels, et je ne vais pas rentrer dans le débat, mais juste que vous le sachiez, et nous en sommes conscients, nous élus. Il y a le rééquilibrage politique et le rééquilibrage budgétaire. Tout simplement parce que l'évolution démographique a fait que les équilibres qui ont été trouvés en juin 88, lors de la signature 26 juin, la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur, où ils ont trouvé des équilibres budgétaires, financiers et politiques électoraux, la démographie a changé, puisque à l'époque, la province sud, ou l'équivalent, elle était en train de naître, la province sud, puisqu'elle est née le 14 juillet 89, les provinces sont nées le 14 juillet 89. Donc en juin 88, les provinces n'existaient pas, mais l'accord était passé. Et donc on avait déjà le découpage. L'équivalent de la population, c'était 2 tiers, 66% de la population canadienne vivait dans le sud, et l'autre tiers vivait dans le nord et dans les îles. Aujourd'hui, sans qu'on ait rien fait de particulier, si ce n'est même avec le politique de rééquilibrage, en 2018, 3/4 de la population vit dans le sud, c'est-à-dire 75%, on est passé de 66% en 88, 30 ans après, 75% dans le sud, et 1/4 dans le nord et les îles. Ce qui fait que l'équilibre budgétaire qui est quand vous payez un impôt, 50% va dans le sud, 32% va dans le nord, 18% va dans les îles. Avant, c'était 50% pour 2 tiers
et 50% pour un tiers. C'était le rééquilibrage, on peut être d'accord, c'était d'accord. Aujourd'hui, ce que nous disons, notamment aux indépendantistes, puisque les deux autres provinces sont indépendantistes, c'est que les 50%, ok, c'est pour le Sud, mais c'est pour 75% de la population. Ce qui pose quand même un problème. D'où le débat. Et pareil pour les élus. Là, dans la brochure, vous avez les élus. À l'époque, l'équilibre était trouvé. Aujourd'hui, un élu du Sud, par exemple, un élu du Sud représente 6249 en fonction du recensement 2014, on va dire un peu plus de 6000 Calédoniens, citoyens, non citoyens, 6000 habitants de Nouvelle-Calédonie. Un élu du Nord, 3300. Un élu des îles, 2600. Donc les élus qui sont là, un élu du Sud, il est représenté en moyenne par il représente 2 fois plus de personnes qu'un élu du Nord, et quasiment 3 fois plus de personnes qu'un élu des îles. Donc ce sujet, il va falloir l'aborder, mais c'est une bombe à retardement entre indépendantistes et loyalistes, parce que c'est un équilibre, et pourquoi on est aujourd'hui 29 loyalistes, 25 indépendantistes, vous voyez que le rapport, il est pas. C'est tout simplement parce que il y a un déséquilibre électoral qui fait que dans les circonscriptions dites indépendantistes, il faut beaucoup moins d'électeurs pour envoyer un élu au Congrès. Donc tout ça devrait être. Vous voyez, il y a de multiples sujets qui devront être discutés. Et on n'a pas terminé. Hein. C'est tout le pari. C'est sur la brochure là. C'est tout le pari. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? Comme on disait, l'anecdote que je vais dire devant le maire de Nouméa. Il y a encore une autre question là. Le maire de Nouméa, quand il y avait des réunions du bureau municipal dans lequel j'ai siégé pendant 19 ans, avec sous l'autorité de la présidence du maire, c'était le mercredi, je crois, monsieur le maire, et le mercredi, à partir d'une certaine heure... On marche comme ça, hein? Non, d'abord c'est... c'est le canard aux olives. C'était quand même... C'est une expression, je crois, je passe sous votre contrôle, de Daniel Laborde. Ouais. Et donc, ce qu'il voulait dire, parce que... Et vous m'autorisez... Jean Lec fait partie d'une génération, monsieur, qui ne déjeune pas à midi et demi ou à 13h. Non. Secret de la longévité. Voilà, donc on déjeunait plutôt, maintenant ça, je pense que ça a un peu avancé, enfin même j'en suis sûr, on passait à table à 11h30, 11h45 maximum. Aujourd'hui, on le fait encore, mais bon, souvent on déjeune plus tard. C'est l'évolution, enfin je ne sais pas ce qu'est l'évolution, en tout cas c'est comme ça. Mais donc vers 11h30, c'est le canard aux olives. Canard aux olives, ça veut dire qu'il fallait quand même un peu écourter les débats parce que, voilà, il fallait... C'était l'heure. Il y a une question qu'on a... Oui. Vas-y, pose la question. Oui, non, c'est juste pour rebondir. Est-ce que c'est toujours dans la réalité historique, hein, pour que vous confirmiez, est-ce que c'est vraiment la concession de Jean-Marie Tjibaou d'avoir accédé justement à la demande des loyalistes d'avoir 40 conseillers à la province sud, donc pour le coup 32 conseillers au Congrès, c'est juste une demande, hein. Et est-ce que c'est plutôt la concession de Jacques Lafleur de donner justement une clé de répartition inégale? Je pose une question. À mon sens, c'était pour assurer à la fois une majorité dans 2 des provinces et pour assurer dans toute la mesure du possible une majorité au Congrès. C'était ça la philosophie du texte. Voilà. Sachant très bien que dans l'esprit de Jacques Lafleur, l'opération principale, c'était la provincialisation. Et que le gouvernement d'un côté, le Congrès de l'autre, pour lui, dans son esprit, représentait moins que la province. Parce que la province est au contact direct de la population et avec son exécutif de la province, une habitude un moyen d'intéresser les gens à la direction d'une province. C'était ça l'idée qui a été mise. Voilà, je crois que ça représente ce que les uns et les autres ont pu faire. Et puisque vous avez l'air de vous intéresser sur ces sujets, ce qui est très bien, je trouve, je vous apporter 2 éléments de petite histoire, en tout cas. C'est premièrement, pendant les accords de Matignon, quand les provinces ont été créées
en 88 avec leur donc création réelle juridique le 14 juillet 89. Donc pendant les accords de Matignon, 88-98, les assemblées de province étaient constituées de 32 membres pour le sud, de 15 membres pour le nord et de 7 membres pour les îles. C'était là où Simon siégeait. Et Simon pourra le dire mieux que moi. À l'époque, il y avait 2 vice-présidents. Mais dans une assemblée de 7 pour les îles, il y avait le président, les 2 vice-présidents, il restait 4 membres. Pour faire des différentes commissions, c'était infernal. C'est-à-dire que le président était membre de commission, enfin, alors qu'en général, l'exécutif, il est... Donc on a constaté que pendant 10 ans, c'était quasiment ingérable. Et le sud, pardon, les îles et le nord ont dit, mais nous, il nous faut plus d'élus. Il nous faut plus d'élus parce que rien que la province des îles, elle ne peut pas fonctionner à 7. Une assemblée, c'est pas possible. Et donc, il a été décidé de donner satisfaction, mais de surtout ne pas rompre l'équilibre qui avait été trouvé en 88. Et donc, on a dit qu'on allait augmenter de 100%, doubler le nombre d'élus provinciaux, mais garder que 7 qui siégeraient au Congrès. Ça, c'est depuis 99 uniquement. On augmenterait de 50% les élus du Nord, ils sont passés de 15 à 22, mais que les 15 qui continueraient à siéger au Congrès, et on augmenterait de 25% les élus du Sud, 32 à 48, mais il n'y en a que 32 qui continueraient à siéger. Donc l'équilibre, il existe depuis 88 ici. Mais dans les provinces, maintenant, c'est vrai que le nombre d'élus provinciaux a augmenté. Et dernier, rapidement, pendant les accords de Matignon, il y avait eu un accord comme quoi, pour les élections provinciales des accords de Matignon, donc notamment celle de 95, il y aura un gel du corps électoral à 88. Mais ce gel n'a pas été repris dans la consultation référendaire de novembre 88, donc n'a pas pu être mis en place, parce qu'interdire à des citoyens de voter, il faut que ce soit voté par référendum pour modifier la Constitution. Et donc, Paul Néautine, je me rappelle, à un comité de suivi des accords de Matignon, à l'époque ça ne s'appelait pas comité des signataires, parce que ce n'était pas l'accord de Nouméa, mais comité de suivi des accords de Matignon, a dit 94, la veille, enfin l'année qui précédait le renouvellement des assemblées de province, où le mandat était de 6 ans à l'époque, alors que maintenant il est de 5 ans, dit mais alors est-ce que pour 95, donc le gel du corps électoral, ça sera bien les électeurs inscrits en 88 et leurs descendants? C'est bien ça. C'était à l'époque Le Pinsec, Louis Le Pinsec qui était ministre. Et c'est à Paris. Et Louis Le Pinsec, le ministre, lui, il n'a pas compris la question. Quand je dis il n'a pas construit, ce n'est pas une question d'intelligence, il ne voyait pas la subtilité de la question. Et à l'époque, son directeur de cabinet, Alain Chrisnark, lui, il a très bien compris que ce qui s'était passé en 88, parce qu'il était déjà dans les rouages, et qu'il y avait eu un loupé. Et donc j'ai vu, parce que j'ai observé, et c'est un petit papier, et donc le ministre a dit, non, en 95, pourront voter tous les citoyens présents sur les listes électorales. Et c'est les dernières élections provinciales, puisque celles de 99 ont appliqué la restriction du corps électoral qui est devenu ensuite gelé. Voilà, donc pour vous dire qu'il y a eu également quelquefois dans des négociations, il y a des loupés, et les indépendantistes ont considéré là, entre guillemets, qu'ils ont été plutôt un peu, pas trahis, mais en tout cas on les a roulés dans la farine, parce que ce qu'on avait dit en 88 n'a pas été appliqué en 95. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question, peut-être, avant que nous levions la séance? Si vous n'avez pas d'autres questions. C'est l'heure du canard aux olives. On va regarder ça maintenant. Et alors, ce que dit le maire, c'est quand le Roger Larocque, quand il disait quoi, on marche comme ça. On marche comme ça, c'est-à-dire que... C'est bon. Ça veut dire que c'était enterré. On marche comme ça, c'est-à-dire que le sujet était plié. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette séance à la fois conviviale, à la fois, j'espère en tout cas, un peu instructive pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis tout à l'heure, je sais déjà qu'il y a une personne qui viendra à 14h30, mais vous êtes toutes et tous largement les bienvenus pour cette séance citoyenne à 14h30 sur le sujet que je vous ai indiqué tout à l'heure. Merci, bonne journée et bon week-end. Mais la personne qui s'est d'ores déjà fait connaître pour cet après-midi, elle est partie parce que aux Olives, chez lui, là, il était plus tôt. Et merci à Jean Lec et à Simon Louécotte pour s'être prêtés à cet exercice.